Depuis 2018 des sujets de capital naturel. Je dirige l'équipe Capital Naturel, donc, qui s'occupe très spécifiquement de la transformation du monde économique sur les sujets de nature, de biodiversité, d'écosystème, avec une perspective très claire et bien définie depuis maintenant 5-6 ans, qui est celle de réintégrer l'économie dans la biosphère, dans les limites planétaires. Et voilà, et donc par conséquent extrêmement impliqué dans l'initiative SBTN, à travers l'équipe et puis à travers nos partenariats avec différentes entreprises, et puis dans le développement aussi de la méthodologie SBTN dans le hub biodiversité en particulier. Voilà, donc ravi d'être là et de partager la scène avec les autres intervenants. Je te repasse la parole. Merci beaucoup, Cyprien. Je vais laisser la parole à Sarah et puis Eliette. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, je suis chef de projet chez ICARE au sein de l'expertise biodiversité. Je travaille principalement sur les sujets d'empreinte biodiversité et d'application également des cadres SBTN et TNFD. Et j'ai également une double casquette juridique parce qu'avant de rejoindre ICARE, je travaillais en cabinet d'avocat sur les sujets de droit européen et de droit de l'environnement. Et je mobilise donc ces compétences pour rendre plus accessibles des réglementations complexes telles que le CSRD, et ce n'est pas l'exercice le plus simple. Eliette Nazé, je suis également chef de projet dans l'équipe biodiversité. Moi, j'accompagne certaines entreprises à prendre en charge, à s'approprier les cadres TNFD et SBTN notamment. Et puis par ailleurs, on travaille sur tous les sujets de méthodologie, de caractérisation des impacts sur la biodiversité entreprise avec le CDF, le GDS, etc. Et un peu le fond qui nous a amené à ce travail-là, puisque c'est poser la question de toutes ces métriques de biodiversité que nous, on traduit en impact agrégé. En fait, quelles sont les informations réglementaires exigées par les cadres ou bien volontaires dans le cadre du TNFD et SBTN qui vont devenir de plus en plus mainstream, disons, des années. Merci Eliette. Donc du coup, pour finir le tour de table et puis aussi passer à l'agenda, donc Constance Conrestor, moi je suis senior manager dans l'équipe ICARE sur les sujets de biodiversité, plus largement aussi de transformation durable. Voilà, ça fait 15 ans que je travaille dans le développement durable avec toujours un peu la biodiversité comme fil conducteur. J'ai travaillé en ONG, dans le conseil, ailleurs aussi par le passé, en entreprise. Et là, voilà, chez ICARE, j'accompagne vraiment les clients sur les sujets stratégiques de biodiversité, beaucoup SBTN, aussi des enjeux de coaching, de formation, puisque voilà, on y reviendra tout du long du webinaire. Ces sujets sont quand même assez nouveaux et complexes, et donc il y a toujours un besoin de pédagogie à réaliser sur ces sujets. Donc voilà, sans plus tarder, comment est-ce qu'on a structuré ce webinaire? Eh bien, en 3 temps. Donc d'abord, une introduction, en fait, où on va venir replacer certains éléments de contexte et faire aussi un focus sur chacun des cadres, donc des 4 cadres qu'on va regarder aujourd'hui. Puis, on rentrera dans le vif du sujet de la comparaison des cadres en vous présentant eh bien justement un peu les résultats, voilà, certains grands enseignements et la méthodologie aussi, du travail que nous avons mené du coup en interne pour comparer ces cadres. Et enfin, on aura un temps vraiment beaucoup plus d'échanges, de discussion sur les grands enseignements qu'on peut tirer de ces comparaisons, vraiment en laissant toute leur place du coup à Nathalie et Cyprien pour qu'ils puissent nous apporter leurs éclairages. Et alors, petit point du coup aussi d'information logistique, dirais-je. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et donc, voilà, vous pouvez les poser au fil de l'eau et on essaiera aussi de les traiter au fil de l'eau. Et puis, le cas échéant, peut-être aussi un petit peu à la fin, si on peut déborder un petit peu pour tout traiter. Voilà. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Sarah. Merci. Alors, pour donc juste le petit point de mise en contexte. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous remarqué, on est dans un contexte qui est marqué par le développement des cadres de reporting en matière de durabilité. Et la durabilité inclut donc la biodiversité. Ces cadres peuvent être à la fois des cadres qui sont volontaires, des cadres qui sont obligatoires, des cadres qui sont européens, des cadres internationaux. Bref, il y en a beaucoup. Et en fait, la volonté de tous ces cadres, au final, et in fine, est vraiment donc de s'articuler et d'aller ensemble. Donc, si on prend le niveau international, on a forcément la dernière chose en date vraiment à avoir en tête, c'est la COP15 de Comé-Montréal qui reflète justement cette volonté de renforcer la prise en compte de la biodiversité et d'harmoniser cette volonté-là au niveau mondial. Bien sûr, c'est au niveau mondial, donc après, il y a des spécificités qui doivent se faire à plusieurs échelles, comme par exemple au niveau européen. Au niveau européen, on a
on a ce cadre donc, international, mais on a également les ambitions qui sont liées au Green Deal. Et donc, l'Europe légifère beaucoup sur les sujets de durabilité. Et l'un des sujets phares, c'est la CSRD. Donc, la CSRD, elle fournit des obligations de reporting sur les thèmes. Là, ici, on parle donc de la nature. Donc, au niveau CSRD, on parle de biodiversité et d'écosystèmes. Mais aussi sur des sujets qui sont annexes à la biodiversité. Et le cadre donc, de la CSRD, c'est un cadre qui est obligatoire, là où les autres cadres sont volontaires. Et ces autres cadres, comme TNFD, GRI et SBTN, sont des cadres qui donc, sont volontaires et qui vont s'adresser, donc pour GRI et SBTN, ils s'adressent principalement aux entreprises, là où TNFD s'adresse à la fois aux entreprises et aux acteurs financiers. Tous ces cadres sont en constante évolution. Et ce qui est important vraiment d'avoir en tête, c'est qu'ils vont s'inspirer mutuellement dans leur rédaction. Et c'est pour ça qu'on va remarquer qu'ils sont étroitement imbriqués, qu'ils sont complémentaires et qu'il y a vraiment cette idée de faciliter un alignement mutuel entre tous ces cadres. Donc, avant de passer et de vous présenter aussi l'analyse comparative de ces cadres, on vous propose donc de faire un bref rappel de chacun de ces cadres, de leurs objectifs, de leur contenu, de leur structure, pour vous faire un petit reminder de tout ça. Si on parle, donc, je parlerai pour le compte de la CSRD. Donc, la CSRD, pour rappel, c'est une directive européenne. Elle a pour objectif de cadrer le contenu du nouveau reporting. On ne parle plus de reporting extra-financier, mais maintenant, on parle bien de reporting de durabilité des entreprises. Et donc, son objectif, c'est d'améliorer la transparence du reporting, de répondre à un besoin d'information, de standardisation pour pouvoir comparer et avoir des données fiables de ce reporting-là. Et donc, c'est un exercice vraiment de standardisation. La CSRD, donc, elle a aussi pour objet donc, d'être élargie à plusieurs entreprises et aussi d'avoir un reporting qui est digitalisé, avec notamment la taxonomie XBRL, donc, qui a été présentée par l'EFRAG et qui est en cours justement de travail. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rendre toute cette durabilité accessible sur une plateforme commune européenne dès 2028 déjà, pour pouvoir justement comparer ces différents niveaux de reporting. La CSRD, on ne parle pas que de CSRD parce que CSRD, au final, c'est un texte qui est décliné en ESRS. Les ESRS, ils sont donc rédigés par l'EFRAG, mais ils ont été bien adoptés par la Commission européenne. Et c'est des actes qui viennent établir donc, des normes qui sont beaucoup plus précises. Et ces normes précises, en fait, c'est les informations, les data points qu'il va falloir reporter. Ces data points, ces ESRS, ils sont segmentés en 4 sets de ESRS. Et aujourd'hui, on a un set de ESRS qui sont les ESRS transversaux. Les ESRS transversaux, c'est ceux que vous avez sûrement, pour ceux qui connaissent en tout cas peut-être des ESRS que vous avez en tête, c'est les 12 ESRS qui sont dont l'un et la biodiversité, le SRS E4 sur lequel on va revenir, et qui sont déclinés en thématiques qui sont environnement, social et gouvernance, plus de ESRS généraux. Et les autres ESRS qui vont arriver, et donc qui vont venir spécifier en fait les ESRS généraux, donc on a bien ceux qui sont spécifiques aux PME. Donc ceux-là, ils sont actuellement en consultation et qui durent jusqu'au 21 mai. Et on a également donc, des ESRS sectoriels qui vont arriver, mais où l'adoption a été décalée à juin 2026. Au niveau donc si on rentre dans le cœur CSRD et biodiversité, on a bien donc l'ESRS E4 qui est un ESRS donc dédié à la biodiversité, mais il y a bien sûr des ESRS qui sont annexes et qui sont aussi liés à la biodiversité, tels que la pollution et l'eau, qui sont vraiment directement liés à cette thématique. Mais on en a d'autres, comme le changement climatique, l'économie circulaire et celui qui est lié au social et aux communautés affectées, qui sont indirectement liés à la biodiversité, mais qu'il faut aussi traiter. Je ne rentre pas dans le détail ici, mais c'est juste pour montrer que dans l'ESRS E4, du coup, après, il se décline en 3 piliers, qui sont stratégie, impact, risque et opportunité, mais on ajoute également dépendance dans le texte, et métrique et type qui après se décline, et dans chacune de ces parties, il y aura des détails sur les data points. Je laisse la parole à Nathalie pour nous parler du cadre TNFD. Oui, donc le cadre TNFD, c'est un cadre d'abord qui a été voulu et conçu par, au départ, c'est une initiative de l'ONU, du programme environnement et du programme développement de l'ONU, qui est aussi voulu par un certain nombre de gouvernements, donc plusieurs gouvernements européens, le gouvernement français parmi eux, mais aussi le gouvernement allemand, le gouvernement hollandais et d'autres. C'est un cadre dont l'objectif final, la partie émergée de l'iceberg,
ce sont des recommandations de divulgation de la façon dont un business interagit avec la nature. Ce sont 14 recommandations. Mais derrière ces recommandations, on a tout un ensemble de guides sectoriels en particulier, mais aussi de guides sur des biomes particuliers. Il y a un guide sur le biome des forêts tropicales, par exemple, très utile sur la question de déforestation. Il y a un guide sur la question des scénarios. Et donc, il y a tout un ensemble de guides qui permet aux entreprises concernées, quand elles quand elles se mettent à réfléchir à la question de leur interface avec la nature et de comment la divulguer auprès de leurs parties prenantes, il y a des guides spécifiques donc par secteur. Mais il y a aussi, ce qu'on propose, c'est une méthodologie d'approche. Cette méthodologie, elle est importante. On la décline en 4 phases. Une phase qu'on appelle, on appelle notre méthodologie, cette méthodologie LEAP. Et sûrement certains d'entre vous sont déjà familiers et l'ont déjà expérimenté. LEAP, c'est pour Locate, Evaluate, Assess and Prepare, LEAP. La partie importante, c'est la partie localisation. Dans la localisation, ce qu'on pense être très important, c'est une compréhension fine de ce qui se passe d'un point de vue sectoriel. Et ce qui se passe, alors là je parle surtout pour les institutions financières, qu'elles comprennent dans leur portefeuille qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sectoriel. Et puis, il y a un deuxième aspect de cette localisation, qui est une localisation géographique, qui est une bonne compréhension de la façon dont les business interagissent très localement avec l'environnement et la biodiversité locale, et en particulier avec un système d'alerte sur tout ce qui sont des zones où la biodiversité peut être menacée ou est à préserver. Donc on a cette méthodologie qui est aujourd'hui reconnue par les autorités réglementaires européennes comme une méthodologie extrêmement utile pour répondre à la CSRD et qui a été pilotée avant de la rendre et de la formaliser, on l'a fait piloter par plus de 250 entreprises qui nous ont donné énormément d'informations et permis d'affiner cette méthode. Donc on estime maintenant que cette méthode, elle a un côté tout à fait pratique, elle est utilisable et en même temps, elle permet de répondre à la plupart ou quasiment toutes les questions posées par les demandes de la CSRD. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Nathalie, je pense qu'en fait, c'est déjà très complet comme introduction. Donc, peut-être qu'on peut laisser la parole à Cyprien pour qu'il puisse nous parler effectivement de SBTN et qu'on puisse avancer aussi après dans la comparaison. Oui, volontiers. Alors, SBTN, la première chose à savoir sur SBTN, c'est que c'est une initiative collective. C'est 7 membres fondateurs, essentiellement des ONG et des acteurs de l'expertise, qui se sont mis autour de la table, d'ailleurs les mêmes que SBTI, que vous devez connaître sur les initiatives, enfin, sur les questions climatiques, plus le WEF, le World Economic Forum, l'UNEP, WCMC et Conservation internationale, auxquels se sont greffés en fait plus d'une 50aine d'autres organisations, des acteurs de l'expertise, des universités, des grandes institutions internationales, publiques en général, qui se sont donc réunis pour développer des méthodologies. Donc en disant ça, je précise que donc le WWF est membre fondateur. C'est un acteur important, très impliqué dans l'initiative, mais ce n'est pas l'initiative du WWF. Disons que je vois le WWF dans l'initiative comme un soutien, un promoteur. On fait aussi du plaidoyer, on y croit profondément, on est convaincu depuis
extrêmement longtemps que c'est exactement ce qu'il faut mettre en place pour la nature, pour que les écosystèmes, notamment, soient fonctionnels, résilients et aptes, en fait, à pouvoir soutenir les activités humaines, le bien-être humain, etc. Disons que c'est l'initiative que le WWF attendait depuis longtemps sur les questions de nature pour répondre à cet objectif central. Et je vais employer la même métaphore que Nathalie sur l'iceberg. La partie la plus emblématique, la partie émergée de l'iceberg sur SBTN, c'est les méthodologies pour définir des objectifs environnementaux alignés sur la science, pour les entreprises, mais aussi d'ailleurs pour les villes et les territoires, c'est en cours de développement. Donc ça, c'est vraiment la partie émergée, la partie la plus emblématique, dont vous avez, à mon avis, pour beaucoup, voire tous, entendu parler. Et puis, il faut préciser que pour y parvenir efficacement, faire en sorte que ces objectifs conduisent à une réelle préservation des écosystèmes, eh bien, il faut plusieurs autres choses, plusieurs autres piliers, une bonne mesure des pressions, à la fois directe et indirecte, donc des opérations directes et puis de la chaîne de valeur, en particulier des entreprises, sur toutes les composantes et toutes les pressions de l'IPBES. Ça, c'est un premier volet. Une bonne priorisation, contrairement au sujet climatique. Avec SBTN, on s'est rapidement rendu compte que sur un certain nombre de composantes environnementales, il fallait en fait pouvoir avoir une approche très spécifique écosystémique, donc définir en fait des zones prioritaires pour la biodiversité, que ce soit des activités, des sites, des matières, ou que ce soit des géographies, des zones de production de matières premières, etc. Donc une priorisation, une identification des zones prioritaires pour la nature. Ensuite, la partie la plus emblématique, la fixation des objectifs, notamment sur ces zones prioritaires, mais aussi potentiellement à l'échelle de l'activité tout entière de l'entreprise en fonction de la problématique, en fonction des enjeux auxquels on s'intéresse. Et évidemment, une fixation d'objectifs en tenant compte des connaissances scientifiques. Et puis enfin, quatrième pilier, on va dire, extrêmement important pour SBTN, c'est, une fois qu'on s'est fixé des objectifs, la construction des plans d'action pour atteindre ces objectifs, pour une atteinte optimale de ces objectifs. C'est ça la suite chronologique des étapes SBTN, qui sont d'ailleurs représentées donc, sur la figure, avec la dernière étape, donc la cinquième. Là, j'ai passé en revue les 4 premières. La cinquième, c'est celle de la divulgation, de la communication, l'engagement de l'entreprise publiquement sur ses targets, le monitoring, donc le suivi de l'atteinte des targets, le reporting et la vérification, extrêmement important. Et aujourd'hui, on a la V1 SBTN qui est sortie donc en mai dernier, mai 2023, qui propose donc les étapes d'évaluation, de mesure des impacts, de priorisation et de fixation des objectifs, des cibles alignées sur la science pour les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques d'eau douce. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Et puis je vais finir quand même par donner quelques spécificités de SBTN. C'est important de mentionner une première chose, c'est que SBTN, c'est la matérialité essentiellement écologique. Il y a un lien avec les risques, évidemment, les risques business, mais on considère que la priorité, c'est vraiment par rapport au sujet et par rapport à la situation de la nature et de la biodiversité aujourd'hui, à l'urgence d'agir. La priorité, c'est la matérialité écologique, c'est identifier les impacts, les mesurer, les réduire à des niveaux qui soient acceptables. Ça, c'est la première chose, matérialité écologique. Science-based, évidemment. Prise en compte des connaissances scientifiques, que ce soit des limites planétaires, par exemple, qui est donc vraiment, on va dire, le cas le plus connu sur ces questions de seuil écologique, mais également des seuils écologiques à un niveau beaucoup plus local. Et puis, c'est également l'appui sur le GIEC, sur le Global Biodiversity Framework, etc. Autre spécificité, la mobilisation des meilleurs outils. SBTN, c'est un cadre méthodologique. Ce n'est pas un outil à proprement parler, mais c'est un cadre qui mobilise les meilleurs outils qui existent aujourd'hui. C'est également des données réelles. C'est vraiment l'insistance et l'incitation très forte de la traçabilité pour les entreprises. C'est un sujet extrêmement important. Et puis, dernier point, c'est la vérification. Ça, je pense que c'est une spécificité extrêmement forte et qui fait toute la robustesse de la démarche. C'est la vérification de chaque étape par un tiers indépendant et qui permet d'avoir des targets et puis des plans d'action qui soient au niveau de ce qui est requis par la situation catastrophique de la nature. Et puis je finis par donner juste quelques chiffres. 200 entreprises qui ont commencé l'aventure sur SBTN aujourd'hui, et puis un groupe pilote de 17 entreprises qui s'est achevé il y a quelques semaines, et avec la France qui est en lead assez incontesté sur le sujet, avec 6 entreprises sur les 17 pilotes. Donc on est assez heureux d'avoir réussi à faire émerger, on n'est pas les seuls évidemment, on est nombreux à avoir participé à cet élan en France, mais à avoir fait émerger le sujet, en avoir fait une priorité
pour le secteur privé. Et puis, simplement pour dire que ça permet aussi évidemment de faire la connexion avec la CSRD. En gros, ça permet de répondre à 60%, c'est l'évaluation qu'on a faite, mais assez précise quand même, des items, des data points, des ESRS, E4 et E3, essentiellement donc sur les questions de matérialité écologique qui sont absolument prioritaires. Merci beaucoup Cyprien. Je te propose du coup peut-être de relaisser la parole à Eliette. Donc peut-être Eliette, on peut se donner peut-être 10 minutes pour que tu nous présentes JRI et ensuite effectivement la méthodologie, les résultats de notre travail de comparaison. Super. Le dernier cadre qu'on a intégré à cette analyse, c'est celui de GRI, ou Global Reporting Initiative. Et on a zoomé là notre analyse sur le GRI 101, qui est celui qui est dédié à la biodiversité et qui sera mis en application à partir de 2026. Jusqu'alors, c'est la norme GRI 304 qui prévaut sur la biodiversité. Quelques éléments sur les objectifs du cadre GRI dans son ensemble, d'assurer la transparence, de fournir des exigences et des lignes directrices pour le reporting et définir des bonnes pratiques. En fait, comment c'est structuré les GRI? Très succinctement, il y a des normes universelles qui sont les GRI 1, 2 et 3, et notamment le GRI 3 qui permet de déterminer les thèmes sur lesquels il faut reporter selon l'activité de l'entreprise, qui est matériel, etc. Donc, l'enjeu de matérialité, enfin la définition de la matérialité d'un thème pour une entreprise en particulier, elle est définie et la marche à suivre est définie dans le GRI 3. Ensuite, il y a des normes sectorielles et des normes thématiques. Et dans les normes thématiques, une norme sur la biodiversité. Donc, si en GRI 3, vous avez identifié la biodiversité comme étant un enjeu fort pour votre entreprise, il faut répondre aux exigences de la norme thématique biodiversité, qui est la numéro 101. Et dans la numéro 101, on retrouve 8 exigences qui sont réparties en 2 grands piliers, les politiques et la gestion de la biodiversité déployée par l'entreprise, et puis les informations clés à reporter. Sans passer plus de détails sur les GRI, je vous propose de rentrer dans la méthode et les résultats de la comparaison des cadres qu'on a menés au sein d'ICARE. Et donc, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le SRS E4, que vous présentez Sarah, qui est le SRS dédié à la biodiversité, en utilisant les renvois qui sont faits à des éléments plus transverses sur le SBM3 et le SRS2 au niveau de l'évaluation de la matérialité. Ensuite, on a complété, donc ça c'est la pierre angulaire de l'analyse, on a pris les data points, toutes les exigences de la CSRD. Ensuite, on les a croisées avec les informations requises par la TNFD. Comment on a fait ça? On a regardé d'abord les 14 recommandations, donc la partie hébergée de l'iceberg que montrait Nathalie sur cette slide. Et on a aussi ajouté à cette analyse pour la TNFD les métriques principales et additionnelles, les Core and Additional Metrics, qui font aussi partie des recommandations de reporting de la TNFD. Certaines collaient exactement avec les ESRS, d'autres étaient des éléments ajoutés en plus. Voilà. Ensuite, à cette grille complétée ESRS STNFD, on a ajouté les éléments SBTN. Et donc là, on a regardé toutes les informations qui étaient requises pour déployer la méthode SBTN, que ce soit de l'étape 1 à 3 avec des méthodologies qui sont publiées et assez précises, et également pour les étapes 4 et 5 qui sont là abordées de manière beaucoup plus succincte parce qu'encore en cours de travail par SBTN. Et enfin, on a ajouté à cette table qui commençait déjà à être conséquente les exigences des GRI sur la norme dédiée à la biodiversité, qui est la norme 101, et en utilisant quelques renvois sur des éléments complémentaires dans d'autres normes GRI. Voilà pour la méthode. Très concrètement, qu'est-ce que ça donne? On a regardé, on a distingué les niveaux d'exigence entre ce qui était obligatoire et ce qui était volontaire. Et donc, ce qui était précédé de must, call, if, etc., ou bien de may et should. Dans les GRI, on a pris la partie requirements comme étant obligatoire et tout le reste qui est spécifié mais qui est en non gras dans la norme GRI, ça, on a considéré que c'était volontaire. C'est plus des conseils de comment arriver à répondre aux requirements. Et bien quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que si la CSRD et le SRS4 sont des choses qui sont effectivement obligatoires pour les entreprises européennes, sous certaines conditions, mais voilà, effectivement, dans le droit, TNFD, SBTN et GRI sont des éléments non obligatoires, donc c'est des cadres auxquels les entreprises et les acteurs financiers
peuvent se conformer de manière volontaire, mais qui font quand même une différence entre ce qui est requis de manière optionnelle ou obligatoire. Donc, il y a un peu 3 niveaux de droit. Le droit complet, les cadres obligatoires, les cadres volontaires avec des informations obligatoires pour se déclarer comme conforme à tel ou tel cadre, et puis ce qui est optionnel dans tous les cas. Pour vous donner une idée sur un exemple précis du niveau d'analyse des cadres, on regarde au sein de la pression, au sein de la thématique du changement d'usage des sols et des mers, on regarde les exigences des cadres sur le nombre de sites qui sont situés dans ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité. Donc là, il s'agit uniquement de compter le nombre de sites qui sont à proximité de zones sensibles. Pour les sites qui sont sur les opérations directes, c'est obligatoire dans les 4 cadres dont on parle. Et sur l'amont, c'est 50-50, volontaire pour certains cadres et obligatoire pour d'autres. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière c'est obligatoire et c'est volontaire? On vous a mis ici des extraits par le texte de ce qu'il y a derrière nos évaluations. On a jugé que c'est obligatoire ou volontaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les 4 cadres, il faut fournir une liste des sites importants d'un point de vue de la biodiversité. Et qu'est-ce qu'on appelle important d'un point de vue de la biodiversité? Ça, c'est différent selon les cadres, avec des éléments. Si par exemple, on regarde le GRI, c'est assez clair ce qui est important d'un point de vue de la biodiversité. Les zones, ce qui est appelé les zones importantes pour la biodiversité, qui est plus défini après dans le détail du texte, un écosystème à forte intégrité, des zones de déclin rapide ou bien des zones où il y a des risques de stress hydrique. C'est assez cohérent avec la manière dont TNFD identifie les zones sensibles d'un point de vue de la biodiversité. Point de vue CSRD, c'est moins défini et SPTN fonctionne un peu différemment. Et là, c'est vraiment tous les sites en scope 1 qu'il faut pouvoir lister. Voilà un peu le niveau de complexité dans lequel il faut rentrer pour avoir une idée de là où se situe le cœur le nerf de la guerre, point de vue réglementaire. Et ce qu'on a fait, c'est sur chacun des points exigés, de regarder le niveau d'exigence dans les cadres. Et ce qu'on vous montre ici dans les résultats, c'est simplement un extract de quelques lignes. Maintenant, point de vue d'ensemble, sans passer trop de temps sur cette slide, il faut avoir en tête c'est que les structures sont différentes, avec chacun qui a adopté sa propre approche qui faisait tendre, que chacun a des niveaux d'exigence différents, que le cadre LIP de la TNFD est mentionné explicitement dans la TSRD et dans les GRI, il ne l'est pas dans SBTN. Si on prend un autre acronyme, le cadre ER3T, donc éviter, réduire, restaurer, régénérer, transformer, est un cadre qui est proposé par SBTN, repris dans TNFD et dans GRI, en étant légèrement amendé, en ajoutant cette thématique compensée, que la gouvernance est un enjeu clé dans le SRS, la TNFD et les GRI, mais que SBTN n'aborde pas spécifiquement ce cadre-là, en tout cas dans les 3 premières étapes sur lesquelles la méthodologie a été publiée, et que les peuples autochtones et communautés locales font l'objet d'un focus dans les 4 thèmes. Voilà. Pour donner des illustrations de notre comparaison, si on parle du risque d'extinction d'espèces, qui est une information clé quand on parle de biodiversité, c'est une information qui est volontaire à reporter selon la CSRD, mais obligatoire selon les 3 autres. Sur l'empreinte carbone, c'est obligatoire sur toute la chaîne de valeur. C'est juste un petit rappel pour vous montrer le niveau d'ambition en comparaison. La CSRD fait mention explicite des impacts liés à la dégradation des sols, la désertification et l'imperméabilisation. C'est le seul cadre qui va aussi précisément dans l'identification du type d'impact sur les sols. Pour autant, les 3 autres cadres requièrent un reporting sur les zones totales perturbées en hectares ou en kilomètres carrés, des sites qui ont les impacts les plus significatifs sur la biodiversité. Et enfin, question dépendance, pareil, les 4 cadres mentionnent une incitation à reporter sur ces dépendances qui peuvent être en lien avec les sites, et ça c'est la spécificité de la TNFD, donc de dire où sont les sites dépendants et quelles sont leurs dépendances, alors que
sur l'ESRF, par exemple, c'est une information qui est demandée plus de manière agrégée, pas forcément par site. Voilà. Point de vue risque, les risques ne sont pas mentionnés dans SBTN en tant que tels. Par contre, ils le sont dans TNFD, ESRS et GRI. Par exemple, là, on a mis un focus sur les espèces invasives, donc les risques liés à l'introduction d'espèces invasives dans les opérations directes. Pareil, sur l'identification des risques auxquels sont soumis les fournisseurs, avec à chaque fois un volontaire sur ESRS et TNFD. Pour SBTN, c'est une information qui est obligatoire, au moins pour les fournisseurs de rang 1, et qui n'est pas forcément par site, mais plutôt par région d'approvisionnement, si on n'a pas la localisation du site précisément. En tout cas, c'est une information sans laquelle on ne peut pas aller plus en avant dans la méthodologie. Il faut avoir une localisation des sites, de la chaîne de valeur amont pour SBTN. Ensuite, si on regarde la partie plan de transition et objectifs qui est exigé dans chacun de ces cadres, on a regardé la dimension à quel point il y a une contrainte sur l'intégration de seuils écologiques. Et ça, c'est le cœur de la méthode SBTN. Donc, bien sûr, SBTN exige de faire mention de seuils écologiques. Et c'est ensuite une possibilité pour TNFD et GRI de montrer si le cadre, si les objectifs pris s'alignent sur des objectifs scientifiques. C'est un qui et comment. Voilà, si on regarde qui est lu en italique. Et puis enfin, l'alignement avec des stratégies et cadres globaux, et notamment le Global Biodiversity Framework, le cadre mondial pour la biodiversité. C'est un support qui est mentionné dans les 3 cadres volontaires, TNFD, SBTN, GRI, et qui est mentionné en fait de manière un peu cachée dans l'alignement à la politique biodiversité à l'échelle de l'Union européenne pour le SRS. Et la gouvernance, comme mentionné, c'est quelque chose qui est très présent dans le SRS et la TNFD, avec notamment les types d'organes qui sont censés valider les plans de transition réglementaire. Merci beaucoup, Eliette. Alors, on va maintenant arriver à la partie un peu plus interactive. Donc, je vais aller assez vite sur les premiers éléments qu'on voulait vous partager. Donc, en termes d'enseignement, si on prend la slide d'après, en termes d'enseignement. Voilà, rapidement, effectivement, la comparaison de ces cadres, elle permet de dégager, au-delà de ce travail très granulaire là, que Eliette a présenté, eh bien, des différences, mais avant tout des complémentarités. C'est là-dessus que j'aimerais, du coup, dans quelques instants, inviter nos intervenants à réagir. Juste très, très vite, avant cela, en termes de différences, il y en a assurément, on a commencé à les pointer du doigt. Il y en a, par exemple, en termes de périmètre. Par exemple, les périmètres écologiques ne sont pas forcément les mêmes. Entre biodiversité nature, c'est pas tout à fait pareil. Par rapport aussi aux parties de la chaîne de valeur couverte, il y a un très, très gros focus sur l'amont. Enfin, en tout cas, SBTN exige la prise en compte de l'amont de façon très forte. C'est pas tout à fait le cas dans les autres cadres, pas autant. En termes de thématiques abordées aussi, c'est un petit peu différent. Et ça, je pense qu'on l'a déjà pas mal vu dans le tableau. Donc, peut-être juste un point important, oui, la notion d'impact, l'impact sur la biodiversité. Donc, ces impacts, c'est l'entrée principale du JRI. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et c'est aussi, comme le disait Cyprien en introduction, absolument au cœur des exigences SBTN, puisqu'il s'agit bien pour SBTN d'encourager les entreprises à faire cet exercice d'analyse de leurs impacts d'un point de vue écologique. Donc, on est vraiment sur une matérialité d'impact, une matérialité écologique, comme le disait Cyprien, même si le cas échéant, ce n'est pas forcément porteur de risques financiers pour l'entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Voilà, des approches aussi un peu différentes, comme on l'a vu en termes de gestion de risques et opportunités, gouvernance, etc. Le caractère aussi plus ou moins directif des informations et des analyses qui sont demandées. SBTN est peut-être quand même particulièrement exigeant, on pourrait dire. Et donc, une fois qu'on a pointé ces quelques différences, on a surtout envie d'insister sur les complémentarités. Et avant de laisser la parole aux intervenants, juste souligner le fait que les cadres vraiment se nourrissent les uns des autres. Et il y a de multiples références. Pour donner quelques exemples rapides, de la CSRD, par exemple, il y a une référence à l'approche, dans la CSRD, il y a une référence à l'approche LI, par exemple, et aussi à l'approche de fixation d'objectifs de SBTN. TNFD se réfère explicitement à l'approche AR3T de SBTN et aussi à la High Impact Commodity List de SBTN. Le GRI renvoie également à cette liste High Impact Commodity List. Donc, on voit qu'il y a vraiment un genre de nourrissage, entre guillemets, des cadres de façon réciproque. Donc, tout cela avance quand même dans la même direction.
Et c'est ça qu'on aimerait pouvoir voir du coup, autour de 3 thèmes, trois questions qu'on va vous proposer, chers intervenants, voilà, et qui vont permettre en fait de creuser un peu toutes ces synergies. Premier élément sur lequel on aimerait réfléchir avec vous, eh bien voilà, les 3 cadres reposent effectivement sur une priorisation en amont des enjeux environnementaux. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment chaque cadre aborde la question donc, de la matérialité, des enjeux de biodiversité, et sur la base de quels sous-jacents. Peut-être, Nathalie, si tu peux commencer, et puis que Cyprien puisse ensuite compléter. Oui, bien sûr. Donc la TNFD, elle a une vocation qui est bien sûr mondiale et pas seulement européenne, ce qui a eu une influence très importante sur la façon dont on regarde cette question de matérialité. Parce qu'à la TNFD, on cherche à entraîner absolument toutes les régions et les entreprises de toutes les juridictions. Alors, on sait qu'en Europe, on a une vision particulière de cette question qui n'est pas forcément partagée outre-Atlantique et qui peut être vue de manière différente, qui peut être vue de manière encore différente au Japon ou en Amérique latine, et j'en passe. Réconcilier un petit peu ces disparités géographiques, on a fait un cadre avec 2 fondations importantes. D'abord, on insiste sur le fait que dans la compréhension de l'interface du business avec la nature, ce qu'il faut comprendre, c'est la dépendance à la nature et les impacts que l'entreprise a sur la nature. Cette question de dépendance et impact, elle est complètement centrale à l'analyse qui est faite dans ce cadre TNF2. C'est le cœur du moteur, en fait. Le cœur du moteur, c'est comprendre les impacts et les dépendances. Donc, comprendre les impacts, on est bien là dans une matérialité écologique. Et donc, ça, c'est le cœur du moteur. À partir de cette compréhension, les uns et les autres vont en tirer des opportunités, vont comprendre quels risques ça pose à l'entreprise de différentes manières. Ça peut être un risque physique, ça peut être un risque de transition, ça peut être un risque systémique à cause d'un environnement. Et ce qui est demandé, c'est quand on répond aux questions de la TNFD, c'est d'indiquer quel type de matérialité on utilise quand on regarde ces risques et ces opportunités. Comment est-ce qu'on aborde la chose, mais de le décrire. Voilà, ce qui nous permet de faire venir en particulier toutes ces entreprises outre-Atlantique qui viennent sur cette base-là. Voilà comment on a essayé de résoudre un peu cette question difficile de la matérialité. Ça a fait l'objet d'énormément de débats chez nous. Et on a trouvé que cette solution était pas mal parce qu'elle permet justement ces différentes visions tout en préservant un cœur du sujet qui est une compréhension des impacts et des dépendances. Voilà. Merci Nathalie, merci beaucoup. Peut-être Cyprien, si tu veux réagir, et Sarah, ne t'hésite pas non plus si tu veux ajouter un point sur la CFRDI. Oui, alors juste en préambule, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais, Constant, justement sur la complémentarité en fait des différents cadres. Et c'est vrai qu'on aime bien le faire et on le fait de plus en plus, on analyse par rapport à la CSRD, qui est vraiment pour nous devenu le cadre de référence. Il y a quelques déceptions par rapport à ce qu'on portait nous en tant qu'ONG dans la CSRD, mais globalement, on considère que la directive a atterri sur un cadre vraiment robuste et en tout cas le meilleur cadre de reporting réglementaire aujourd'hui qui existe au monde. Avec la présence, en fait, pour nous centrale, de 3 grandes catégories d'informations clés pour la nature qui sont vraiment le cœur du sujet en termes de transformation de l'économie sur les questions de nature pour beaucoup d'observateurs et de parties prenantes et qui, à notre sens, sera particulièrement observée. La question
de la divulgation des pressions et des impacts sur l'ensemble de la chaîne de valeur et notamment sur l'amont, la question de la fixation et de la communication des objectifs environnementaux et leur alignement évidemment sur la science. Et puis, dernier point absolument fondamental, c'est l'élaboration et la publication de ce que la CSRD appelle les plans de transition. Ça, vraiment, ce triptyque en fait, permet, s'il est bien suivi, de permettre en fait, d'avoir autant un cadre de reporting en fait, pour l'entreprise qu'un cadre stratégique de transformation environnementale. Et il permettrait, in fine, d'avancer de manière très significative vers l'atteinte de l'ambition du Global Biodiversity Framework qui vise en gros à stopper et inverser la perte de biodiversité. Il ne faut pas oublier que c'est ça l'objectif in fine, c'est de stopper et d'inverser la perte de biodiversité. Et ce qui est particulièrement enthousiasmant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les cadres méthodologiques et les outils sur lesquels ils s'appuient pour la nature sont arrivés à un niveau de maturité et d'opérationnalité qui est suffisant pour répondre à ces exigences-là. Et pour le dire très rapidement, en gros, on considère que pour répondre de manière optimale à la CSRD aujourd'hui sur toutes les questions, sur l'intégralité des questions, en fait, une entreprise doit mettre en œuvre SBTN, en particulier sur les sujets de matérialité écologique, et la TNFD, évidemment avec tous les outils que cela requiert, pour répondre de manière optimale sur la matérialité écologique à travers SBTN et peut-être davantage sur la question de la gestion des risques et des opportunités via la TNFD. Voilà, et après, donc, ça c'est un petit peu la manière dont on analyse un petit peu les choses. Et après, lorsqu'on parle de priorisation dans le cadre spécifique de SBTN, on a deux fondamentaux. Vraiment pour arriver à cette étape de priorisation. C'est une étape méthodologique en tant que telle, mais qui est importante et qui, je pense, est adressée de manière extrêmement robuste. C'est d'avoir accès à une majorité de données réelles, vraiment de données primaires, ce qu'on appelle les données primaires, et ne pas s'appuyer sur des données, enfin, le moins possible, sur des données secondaires, donc des données économiques, par exemple, ou issues d'ACV. Et donc accès à une majorité de données réelles, et puis croisement entre les pressions, donc les données réelles sur les pressions de l'entreprise et sa chaîne de valeur, croisées avec l'état de la nature sur lequel s'exercent ces pressions. C'est vraiment à partir de le croisement de ces deux types d'informations et avec la meilleure type d'information pour chacune de ces données qu'on peut aboutir à une priorisation qui fasse sens et à, in fine, des plans d'action qui soient robustes pour la nature. Voilà, je pense que je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet. Moi, je vais juste rajouter qu'en fait, le fait que on cherche à avoir une convergence entre tous ces différents cadres. J'étais hier dans un webinaire qui était un webinaire de l'EFRAG, qui regardait justement la convergence avec la CSRD, GRI et la TNFD. On parlait exactement du même sujet. Et en fait, il y a une volonté de tout le monde d'être dans la convergence pour que vous, en entreprise, vous n'ayez pas à reprendre des tas d'approches divergentes et qu'il n'y ait pas 36 choses à faire et chacune différente. Ce n'est pas le but. Le but vraiment de tous, c'est cette convergence. Et vont être publiées par l'EFRAG de manière officielle des tables de correspondance entre, vous faites ESRS numéro X, voilà, PAI numéro X, qu'est-ce que ça veut dire chez GRI, qu'est-ce que ça veut dire chez TNFD, et on a aussi ces correspondances avec SBTN. Donc tout ça, c'est vraiment une volonté générale d'arriver à quelque chose qui soit le plus possible interopérable. Merci beaucoup Nathalie. Peut-être si on peut passer à la question suivante, qu'on a déjà commencé à aborder un peu en filigrane, mais voilà, ces cadres, on avait d'ailleurs appelé le webinaire cadre de reporting, mais en fait, au-delà du reporting, il y a bien un enjeu, c'est celui de se transformer, de faire une transition, et donc c'est bien tout l'enjeu aussi de ces cadres. Et donc effectivement, si la CSRD parle de plan de transition explicitement, même si ce n'est plus dans la dernière version du texte sur le sujet de biodiversité, malheureusement peut-être, SBTN parle d'objectifs fondés sur la science, la TNFD évoque elle aussi des objectifs et des plans de transition.
en quoi est-ce que justement là vous voyez une convergence de ces approches? Comment est-ce que finalement, avec tous ces cadres, on s'achemine en fait vers cette transition? Peut-être Cyprien, si tu veux commenter là-dessus, parce que je sais que c'est un sujet qui est clé pour vous. Oui, volontiers. Alors, SBTN parle de plan d'action. Et les plans d'action, c'est en fait c'est très opérationnel. C'est les opérations, les projets à mettre en œuvre pour atteindre les cibles. C'est quelque chose d'activable en fait. On est vraiment sur du très très opérationnel. Ça va être des actions comme le changement de cahier des charges pour des fournisseurs, l'évolution du mix produit, évidemment, les changements de matière selon leur impact environnemental, le passage du fossile au biosourcé, toutes les stratégies d'économie circulaire qu'on peut mettre en place, les certifications, etc., etc. Tout ce que les entreprises connaissent déjà. Et là, il s'agit d'employer en fait chacune de ces opérations à bon escient et de choisir les meilleures qui vont permettre, c'est ça qui est vraiment nouveau, d'atteindre des objectifs qui soient alignés sur ce dont la nature a besoin pour que les écosystèmes puissent fonctionner. Voilà. Aujourd'hui, on a une version assez prototypique, on va dire très synthétique de ce step 4, hein, donc c'est vraiment l'étape 4 dans SBTN, et on est en attente d'ici la fin de l'année 2024 de la V1 en fait de ces méthodologies de plan d'action pour les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes terrestres. Voilà. Après, les versions prototypiques sont déjà intéressantes. On les a testées avec plusieurs partenaires dans le cadre du groupe pilote dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça nous permet déjà d'anticiper pas mal de choses. La CSRD, elle, parle de plans de transition. Les plans de transition dans la CSRD, c'est quelque chose de plus macro, de la même manière que d'ailleurs ils sont mieux définis sur les questions de climat aujourd'hui. Hein. Il y a plusieurs propositions de plans de transition sur les questions climatiques. Et donc, ça va reprendre des éléments à la fois très opérationnels qui vont vraiment constituer, on va dire, le cœur du réacteur du plan de transition, des éléments très opérationnels, des plans d'action dont on vient de parler, mais également des éléments organisationnels, des éléments de gouvernance, des éléments de financement, des éléments de design de l'entreprise, des éléments de modèle d'affaires de l'entreprise, etc. Et donc là-dessus, sur les sujets nature, là, c'est quelques exemples que je vous ai cités, mais autant sur le climat, on a une vision relativement aboutie de ce que c'est qu'un bon plan de transition climat, autant pour la nature, disons qu'on manque encore de guidance, de méthodologie qui soit vraiment robuste et admise. Et alors, il faut que je fasse un petit teaser en parlant de ça, parce qu'on travaille actuellement à une publication, donc plusieurs bureaux du WWF, mais également avec d'autres partenaires. La TNFD est partie prenante très active dans ce projet-là, sur une publication sur qu'est-ce qu'un bon plan de transition pour la CSRD. On en est un peu au début du travail, mais c'est une publication qui sortira à la fin de l'été, vraisemblablement. Il sortira a priori en septembre, peut-être début octobre, et qui sera présentée lors d'un grand événement. Donc on sera heureux de vous accueillir pour vous parler plus spécifiquement de ça. Super, merci beaucoup Cyprien. Je vais juste Nathalie, juste avec Sarah, avant que Nathalie aussi puisse compléter, et puis après on passera à la dernière question. Oui, pour compléter ce que tu disais, Cyprien, sur le plan de transition et la CSRD, pour que ça soit bien clair aussi pour les personnes qui écoutent, la CSRD, le plan de transition CSRD, avant c'était quelque chose d'obligatoire dans les premiers drafts de la CSRD. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'optionnel. Et c'est quelque chose qui est très et fortement encouragé, parce qu'en fait, comme l'entreprise doit reporter sur la résilience de son business model, de facto, si elle arrive à un résultat de dire, j'ai reporté dessus, mais au final, au regard de ce qui se passe, mon activité n'est pas si résiliente que ça, en fait, la CSRD encourage vraiment dans cette démarche de transformation, et c'est quelque chose qui est valorisé, puisqu'en fait, le SRSE4 est très fourni, en fait, comme tu disais, Cyprien, sur le détail de comment faire son plan de transition. Donc, c'est juste pour clarifier ce point-là. Oui, c'est volontaire textuellement, mais c'est quand même fortement encouragé, et du coup, ça s'aligne avec les démarches qui permettent justement d'accompagner ce plan de transition. Et j'ajoute que, oui, merci, c'est une précision importante, c'est sur une base volontaire, mais ce sera extrêmement observé par les parties prenantes, en particulier par la société civile. On en a la conviction.
En tout cas, Nathalie, si tu Ouais. veux rajouter un élément rapide avant qu'on... Moi, je voudrais bien rajouter un élément. En fait, je Oui. pense que, donc, TNFD, bien sûr, on regarde la question des plans de transition, on regarde ça par rapport à des objectifs pour avancer. Dans cette question de plan de transition, il y a la notion de où est-ce qu'on voudrait, dans un secteur industriel donné, vers quoi ça devrait transiter. Il y a quand même une grande question qui est qu'est-ce qu'une bonne transition? Quelle est la direction que doivent prendre les uns et les autres? Est-ce que la direction dans un secteur, c'est plutôt l'économie circulaire? Est-ce que dans un autre secteur, c'est plutôt autre chose? C'est plutôt la relocalisation d'un certain nombre d'activités? Qu'est-ce que ça peut être que cette transition qui est évidemment... alors, autant sur le climat, on a une petite idée de ce vers quoi l'automobile doit transiter, de ce vers quoi le secteur énergétique doit transiter. Pour ce qui est de l'ensemble des secteurs, on commence à avoir, pour la question de la nature, on commence à avoir des visions sur le secteur agricole, et encore, ce n'est pas forcément partagé par tout le monde, loin de là, on le sait bien, puisque ça fait l'objet de débats en Europe très importants. On touche aux politiques, hein, évidemment. Et donc, dans ces questions de plan de transition, il y a vraiment aussi la question secteur par secteur, vers quoi ça doit aller. Et là, les travaux sont en cours. Il y a des travaux avec le WEF, avec de nombreux différents intervenants, et aussi des travaux sectoriels qui sont très importants. Et donc, ensuite, il y a une articulation entre le vers quoi on veut aller et comment l'entreprise, elle, déploie sa nouvelle organisation, sa stratégie pour y parvenir. Donc, on a ce niveau macro et le niveau plus micro qui est celui de l'entreprise. Et nous, on va à la TNFD, on est encore dans l'élaboration de notre guidance sur cette question-là. On y travaille, mais elle intégrera secteur par secteur des spécificités. Merci beaucoup, Nathalie. C'était effectivement un complément très utile d'avoir ce double niveau. Je vois que le temps est presque écoulé. On avait encore deux questions. Alors, c'était une question qui nous amenait peut-être un peu loin, donc je ne sais pas si on a vraiment le temps de la traiter. Du coup, je propose peut-être d'arriver directement à cette notion effectivement de prochaines étapes, hein, puisque les cadres sont encore amenés à évoluer. Peut-être tous les deux, Nathalie, Cyprien, si vous voulez attirer l'attention de notre auditoire sur ce qui va arriver là, peut-être, dans les prochains temps. Cyprien, à toi. Je t'aurais bien laissé la priorité, mais comme tu veux, si tu veux, j'y vais. Très bien. Alors sur SBTN, on a en ce moment un groupe, le pilote sur les méthodologies océan, qui vient juste de commencer. Donc la méthodologie n'est pas encore publiée, elle le sera à la fin de l'année, mais il y a déjà une version prototypique qui est en cours de test avec quelques entreprises, dont des françaises a priori, et sur lesquelles voilà, on va pouvoir tester pour, in fine, fin d'année, avoir la méthode une V1, en fait, voilà, de la même manière que sur l'eau et les terres, on a la V1, elle apparaîtra d'ici la fin de l'année. On a une publication de biodiversité qui est à venir, a priori, au mois de mai ou de juin, sur comment mieux intégrer la biodiversité dans les méthodologies. Et quand je parle de biodiversité, on parle de biodiversité spécifique, comment mieux intégrer cette question de la diversité des espèces dans les méthodologies. Et en mi-année, étape importante, on aura la V2 sur la fixation de targets au niveau aquatique. Donc vraiment la version suivante de celle qui est sortie en mai dernier. Et puis la V1 sur le terrestre. Sur le terrestre, c'était une V qui s'appelait 0.3. Là, on aura la V1 terrestre sur la base des résultats du groupe pilote qui vient de se terminer. Et puis en fin d'année, on aura les guidance pour le step 4, donc les plans d'action sur l'aquatique et le terrestre. Et puis, je l'ai dit, la guidance sur les océans. Et puis, dernier point important, un événement qu'on organise sur le sujet Business and Biodiversity avec d'autres bureaux du WWF, avec potentiellement d'autres partenaires, qui aura un focus sur la CSRD, sur les targets, sur les objectifs et sur les plans de transition. Événement au cours duquel on va lancer 3 publications sur
un retour d'expérience d'entreprises européennes qui se sont engagées dans SBTN, une publication sur les targets for nature dans le cadre de la CSRD, comment se fixer de bonnes targets pour la nature dans le cadre de la CSRD, et puis la publication dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les plans de transition en lien avec la CSRD. Puis évidemment des témoignages d'entreprises engagées, des sessions en petits groupes, des sessions politiques sur l'Europe, sur la COP16, etc. Donc, restez éveillés. On enverra plus d'informations dans les prochaines semaines. A priori, ça aura lieu à Bruxelles, fin septembre, début octobre. Très belle actualité. Merci beaucoup, Cyprien. Nathalie, peut-être aussi. Oui, alors, TNFD. rapidement, TNFD. Dans ce qui nous occupe d'ici la fin de l'année, on a nos guides sectoriels qu'on peaufine. La consultation était ouverte, elle s'est terminée il y a une semaine ou deux, et ça va nous permettre d'affiner ces guides sectoriels. Donc, ils seront disponibles dans le courant de l'été. On mène un travail. La question de la data, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé dans ce webinaire, mais la data est essentielle pour aider à l'analyse de tous, et la data qui est produite aussi au travers de ces rapports, où est-ce qu'on peut ensuite la retrouver, comment est-ce qu'elle peut être partagée avec des parties prenantes. À la TNFD, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle ça une data facility, sur le modèle du NZDPU, comme pour le climat, avoir un endroit où on va pouvoir retrouver toutes les données qui ont été reportées par les uns et les autres dans un repositoire, je ne sais pas comment on dit en français, dans un lieu qui sera accessible publiquement, gratuitement. Voilà, donc on travaille à ça, et ça c'est pour la fin de l'année, enfin en tout cas les débuts de cette Data Facility. Voilà, et ça c'est quelque chose qui, je pense, est tout à fait important, et qui vous sera à tous en temps utile, très, très utile. Voilà. Merci, super. Et peut-être, du coup, pour finir sur ce qui arrive côté CSRD, dans les posts qui ont été publiés par les FRAC, juste pour donner une vision sur les différents sets de ESRS dont je parlais tout à l'heure, donc les ESRS transversaux. Donc, effectivement, il va y avoir des travaux qui vont être menés pour montrer un petit peu en quoi c'est aligné avec d'autres cadres, et comment, enfin, une analyse comparative. S'agissant du reporting pour les PME, et notamment celles qui sont listées, donc on aura l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui au niveau des ESRS au 1er janvier 2026. Concernant les ESRS sectoriels, eux, ils ont été décalés. De base, ça devait arriver en juin 2024, et il y a eu donc un accord provisoire entre le Parlement européen et le Conseil pour que ce soit décalé à juin 2026. Donc là, on parle bien, comme disait Nathalie aussi, donc de cette volonté d'avoir des analyses qui sont au niveau des secteurs. Et donc aujourd'hui, il y a des consultations, des panels consultatifs qui sont en place en vue d'avoir un draft qui lui-même sera soumis à consultation au regard des travaux faits par les FRAG. Donc voilà, c'est des travaux que vous pouvez avoir en tête, sur lesquels c'est intéressant de suivre l'actualité, notamment sur le site de l'EFRAG, où il y a beaucoup d'informations qui sont données, et voilà. Écoutez, voilà, je pense qu'en fait, on a bien déjà, on a un petit peu dépassé le temps, donc on était vraiment ravis que vous ayez pu être avec nous. Merci encore, Nathalie, Cyprien, d'avoir été avec nous. On a aussi, je pense, pas mal pu répondre à l'ensemble des questions. Merci beaucoup à Eliette pour ça. Et puis, écoutez, je ne sais pas, Eliette, si tu veux dire le mot de la fin, mais je pense que sinon, on peut tous se dire au revoir, se souhaiter une bonne après-midi, et on espère que ça aura été utile. Exactement. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Merci.